Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal, en cette soirée du vendredi 29 mars 2024. Dans les actualités de ce jour, parlant justement de cette date du 29 mars, lutte de libération, le patriotisme est le fondement du développement, le slogan de la commémoration du 77e anniversaire de la lutte de libération a été pleinement exprimé aujourd'hui lors de la cérémonie officielle sur la tombe des héros du pays à Avarachamboïtsain. 77 ans se sont écoulés depuis la lutte de 1947. Le feu du patriotisme n'est pas éteint, mais la jeunesse reprend l'étendard, a déclaré le président de la République, Ange Radzil, aujourd'hui. Judical Rangenierin nous en dit plus. Le président Ange Radzil a transmis le patriotisme comme symbole de renforcement de la lutte de libération de 1947 et des héros aux descendants des combattants de la lutte de libération en cette commémoration du 77e anniversaire du 29 mars 1947. La cérémonie officielle a eu lieu sur la tombe des héros de la nation à Avarachamboïtsain. Le président de la République a déposé une gerbe à la mémoire de ceux qui ont sacrifié leur vie pour l'indépendance et a allumé le feu éternel. Et il a ravivé ce feu du patriotisme dans le cœur de chacun à travers le slogan qu'il a choisi, « Lutte de libération, le patriotisme est la base du développement ». L'indépendance a été gagnée grâce au sang versé. Nous avons récupéré notre souveraineté. Les patriotes qui se sont battus pour Madagascar n'avaient aucune crainte. Les jeunes d'aujourd'hui portent à leur tour le feu du patriotisme. Le président Ange Radzil est le premier à allumer aujourd'hui ce feu du patriotisme. Après son passage à Avarachamboïtsain, le président s'est immédiatement rendu dans la partie nord de l'île. Il a également exprimé sa pleine sympathie pour les proches des victimes qui ont besoin d'aide dans la région. Le ministre des Forces armées a donc présidé la cérémonie à Muramang. Parlons toujours de cette commémoration du 29 mars. Après la commémoration à Avarachamboïtsain, le président de la République s'est immédiatement rendu dans la partie nord de l'île. Il a également exprimé sa pleine sympathie pour les victimes qui ont besoin d'aide dans la région. Le ministre des Forces armées a donc présidé la cérémonie à Muramang, qui est l'un des lieux emblématiques de la lutte de 1947 et où a également été marquée cette commémoration. Outre la pose des gerbes sur la sépulture des combattants, la cérémonie officielle s'est tenue au monument commémoratif des combattants patriotes. Miarola Tsveran. Il y a 77 ans a eu lieu la lutte de libération des patriotes pour l'indépendance de Madagascar et contre le colonialisme. De nombreuses raisons ont poussé les Malgaches à se rebeller contre les forces d'oppression. Il y avait aussi le refus des Français d'accorder l'indépendance. Selon l'histoire, Muramang a été l'une des villes où s'est déroulée une lutte acharnée au cours de laquelle de nombreuses personnes ont perdu la vie. Les Français ont utilisé leur arme la plus puissante pour tuer les rebelles. L'un des châtiments qui ont marqué la guerre de 1947 ont été les tirs sur les 3 wagons contenant 166 rebelles emprisonnés. Le 29 mars 2024, le président de la République a adressé un message spécial aux descendants des combattants pour la libération, transmis par le ministre des Forces armées, pour maintenir allumé le flambeau du patriotisme en eux, pour l'avenir de la nation, pour développer Madagascar. Comme chaque année, une gerbe a été déposée à la mémoire de ceux qui ont perdu la vie pour le pays au monument des héros à Muramang. Le gouvernement n'a pas non plus oublié d'offrir des présents aux anciens combattants, gardiens du feu éternel du patriotisme. Toujours autour de cette commémoration du 29 mars, outre celles qui se sont déroulées au mausolée et à Muramang, une commémoration de la lutte du 29 mars 1947 a également eu lieu à Ambozatouf. Les représentants du gouvernement ont affirmé que le développement de Madagascar repose sur le patriotisme. Chaque Malgache devrait l'avoir s'il veut bénéficier du développement. Les combattants patriotes ont commencé cette lutte le 29 mars 1947. La génération actuelle doit donc continuer cette lutte, selon ce reportage de Secharanjena. C'est sur des images d'Anzarara Zonarvel. La lutte que les héros du pays ont commencé le 29 mars 1947 n'est pas encore terminée, a déclaré le ministre de la Communication et de la Culture. Aujourd'hui, tous les Malgaches sont confrontés à une lutte sous une forme différente, la lutte contre la pauvreté et la haine suscitée par les divergences d'opinion qui constituent un obstacle au développement du pays. Tous les Malagasy devraient unir leur courage et leur force et toujours s'appuyer sur le patriotisme
comme l'ont fait les héros du pays lors de la lutte de libération en 1947, affirme-t-il. Le courage dont ont fait preuve ces patriotes est ce que doit avoir le peuple d'Antananarive pour redonner à la capitale de Madagascar sa dignité et sa place, a déclaré le président de la délégation spéciale d'Antananarive. Cela reflète les efforts du gouvernement actuel pour développer Antananarive et Madagascar dans son ensemble. Des gerbes de fleurs ont également été déposées au monument des héros à Mozatouv pour commémorer la journée du 29 mars 1947. Dans les actualités de ce jour également, selon l'arrêt rendu hier par la Cour constitutionnelle, la présidente de l'Assemblée nationale, Christine Razanamazou, a été déchue. La requête du président du groupe parlementaire IRD visant la déchéance de Christine Razanamazou est acceptable et recevable si l'on se conforme à cette décision. La Haute Cour constitutionnelle a accepté la demande du président du Sénat visant également à radier Razafmaé Fahirman de sa qualité de sénateur. Selon cette décision de justice, Rabetsarouna Sylvain a été nommé sénateur remplaçant. C'est Gérard Génas. Hier soir, la Haute Cour constitutionnelle a statué que Christine Razanamazou, qui est la présidente de l'Assemblée nationale, a été déchue de ses fonctions de députée. Selon les informations fournies par la HCC, cela fait suite à la requête du président du groupe parlementaire IRD devant la Cour constitutionnelle. La cause de cette requête est le non-respect des règles régissant le groupe IRD et le parti TGV. Cette révocation du statut de député peut être effectuée conformément à la Constitution à l'article 72, paragraphe 4, qui stipule que la déchéance d'un député peut également être déclarée par la Haute Cour constitutionnelle s'il fait obstacle au comportement de son groupe parlementaire. Dans la foulée, la Haute Cour constitutionnelle a accepté la demande du président du Sénat visant à radier Razafmaé Fahirman de sa qualité de sénateur. Selon cette décision de justice, Rabetsarouna Sylvain a été nommé sénateur pour le remplacer. Dans un tout autre sujet, à présent, voici les statistiques officielles reçues au niveau du Bureau national de la gestion des risques et catastrophes au BNGRC suite au passage du cyclone Gamané aujourd'hui 29 mars à minuit 30. Fela Rakotorsoulf nous en dit plus. 4 régions ont été touchées en Alanzrouf, Diana, Ansnan et Sava. 4 personnes sont portées disparues, une à Thomasna 2, une à Ansranen, une à Antala et une personne à Sambav. 18 personnes ont perdu la vie, une de Muramang, 7 de Marontsech, une de Thomasna 2, un de Vavaten, une d'Abilbe, une d'Ansrana 2, une personne à Antala, 2 personnes de Sambav et 3 autres de Voimar. 3 sont blessés, une personne à Antala et 2 à Voimar. 46 662 personnes, soit 11 655 ménages, sont touchés. 20 737 personnes, soit 5 371 ménages, ont été déplacés. 76 le nombre de sites pour accueillir les victimes. 9 168 sont les maisons inondées. 646 maisons ont été complètement endommagées. 8 des toits des bâtiments scolaires ont été complètement arrachés. 26 bâtiments scolaires partiellement inondés et 60 hectares de rizières sont ensablés selon les statistiques officielles reçues du BNGRC aujourd'hui, 29 mars, à minuit 30, suite au passage du cyclone Ganamé. Parlons à présent de la préparation des fêtes pascales. Des stratégies ont été mises en place pour éviter les embouteillages sur les routes nationales menant hors de la capitale avant, pendant et après les fêtes pascales. Plus de 1000 policiers seront déployés pour réguler la circulation et maintenir l'ordre dans la capitale selon la police nationale aujourd'hui. Le but est de fêter Pâques loin des accidents et du danger. Reportage de Fela Rakotorsoulf et Anzara Tanarville. En préparation à la fête de Pâques, la circulation sera régulée sur les routes nationales sortant de la capitale afin d'éviter de longs embouteillages lors des fêtes. La police nationale appelle à la vigilance et à la sensibilisation de tous les usagers de la route, sans exception, pour prévenir les accidents. Les policiers des commissariats de la capitale ne ménageront pas leur peine pour protéger les personnes et leurs biens. Les patrouilles de nuit seront renforcées, la surveillance des débits de boissons et de karaoké, les zones classées rouges, mais surtout les lieux à forte circulation. Rappelons que 5000 policiers seront mobilisés dans toute l'île durant cette semaine sainte jusqu'à lundi pour maintenir l'ordre.
La campagne Sarik menée par la police nationale en 15 jours depuis le 27 mars se déroule également sans problème. Dans les actualités internationales de ce soir, en Israël, le ministre d'extrême droite Bezalel Smotrich a annoncé un vaste plan d'accaparement de 800 hectares de terres palestiniennes en Cisjordanie occupée. France 24. Quand elle roule sur cette route, l'urbaniste palestinienne Safa Odeh est toujours sur ses gardes. L'axe routier relie deux immenses colonies, Ma'ale Adoumim au nord, Kedar au sud. Nous sommes palestiniens, alors nous ne sommes pas sûrs d'être autorisés à venir jusqu'ici. Les Israéliens ont pour projet de prendre le contrôle de toutes ces terres. Le plan a été annoncé par le ministre d'extrême droite Bezalel Smotrich. Il prévoit l'accaparement de 800 hectares de terres palestiniennes. Objectif, étendre les colonies existantes et contrôler les routes qui les relient. Pour les Palestiniens, tout voyage du nord au sud deviendrait donc presque impossible. Ils craignent que la Cisjordanie occupée ne leur soit comme coupée en deux. Là-bas, c'est une route que seuls les colons vivant à Kedar sont autorisés à utiliser. Cela signifie que le plan du ministre Smotrich n'a rien de nouveau. C'est la continuité d'une politique agressive qui persiste à occuper les terres et à augmenter leur contrôle. Surtout après le 7 octobre, il y a eu de sévères attaques sur les terres et sur les Palestiniens de Cisjordanie. Côté israélien, les colons saluent à l'inverse le plan du gouvernement. Au fond du jardin d'Anna Stein, il y a 7 barrières qui la séparent des routes où se croisent Palestiniens et colons. Depuis des mois, Hannah craint les attaques armées visant les colons israéliens en voiture. Elles se sont largement multipliées. Alors, elle considère que la saisie des terres pourra améliorer son quotidien. Je me sentirai certainement plus en sécurité, c'est sûr. Il faut qu'ils créent une route de contournement. Ça ne fait aucun doute. Et puis par là, il y a des Bédouins. J'ai entendu qu'ils vont peut-être être expulsés. Mais je ne sais pas vraiment si c'est vrai. Je ne m'implique pas dans la politique. Plusieurs dizaines de villages bédouins construits sans permis sont en effet menacés. Par peur des représailles des colons les plus violents, leurs habitants palestiniens refusent de témoigner face caméra. Avec ce plan, ces villageois pourraient être expropriés. Les habitants nous disent qu'ils se sont toujours sentis menacés, mais qu'aujourd'hui, ce sentiment est plus fort que jamais. Entre ces collines désertiques et ces routes de bitume, c'est tout un pan de la politique annexionniste israélienne qui se joue. Et cette saisie de terre inclura aussi des parcelles du nord de la vallée du Jourdain. C'est le plus vaste plan depuis la signature des accords d'Oslo en 1993, qui montre bien que malgré les critiques de la communauté internationale, le gouvernement israélien entend bien accélérer ses efforts de colonisation. Et la Russie a imposé hier la dissolution du système de surveillance des sanctions de l'ONU contre la Corée du Nord et son programme nucléaire. Un coup de force fustigé par les États-Unis et ses alliés dénonçant la protection mutuelle entre les deux pays. France 24, toujours. Un veto qui change tout au Conseil de sécurité. Malgré 13 votes pour et une abstention, le texte est rejeté. La Russie vient d'imposer la dissolution d'un comité d'experts chargé de surveiller l'application des sanctions contre la Corée du Nord. Ce groupe a cessé de se conformer à ses obligations directes. De plus en plus, il a été réduit au rôle d'instrument des intérêts occidentaux, en reprenant des informations biaisées. Depuis 2006, Pyongyang est soumise à d'importantes sanctions des Nations Unies, des mesures qui visent à empêcher le régime nord-coréen de développer son programme nucléaire. Mais le dispositif est critiqué par la Russie et la Chine qui l'accusent de dégrader la situation humanitaire en Corée du Nord. De leur côté, les experts pointent du doigt la capacité du pays à contourner les sanctions et enquêtent sur de possibles livraisons d'armes nord-coréennes à des pays tiers, dont la Russie. Washington en est convaincu, ce sont ces liens entre Pyongyang et Moscou qui ont poussé la Russie à mettre fin à la surveillance onusienne. Nous avons vu la Corée du Nord transférer des équipements militaires à la Russie qui sont apparus sur le champ de bataille en Ukraine. Nous attendions de voir comment la Russie allait remplir sa part du marché et je pense que nous l'avons vu aujourd'hui. La Corée du Sud a également dénoncé le veto russe, tout en rappelant que les sanctions contre son voisin du Nord restent en vigueur malgré le démantèlement du groupe d'experts.
Et pour clôturer ce journal, il y a un nettoyage social pour préparer l'arrivée des touristes et des Jeux dans un immeuble des bureaux abandonnés des Vitry-sur-Seine, Val-de-Marne, en France, où s'entassent plus de 400 personnes, migrants et associatifs, dénoncent les expulsions en dehors de Paris, loin d'une possibilité d'emploi. Toujours un reportage de France 24. Quelqu'un, il met sa tête là. D'autres, il met sa tête ici. Et moi, je dors là. Ils sont amenés dans une petite commune. Et les communes là même, moi j'ai accepté, j'ai resté. Et je l'ai trouvé, il y a des gens devant moi, ils se sont dit, il n'y a pas de travail. Une petite commune, il n'y a pas de travail. Et moi, je cherche du travail. C'est pour cela que je l'ai sorti. J'ai dit, monsieur, désolé, je ne peux pas rester ici. Clairement, depuis l'arrivée des Jeux Olympiques, il y a un éloignement d'Île-de-France, un nettoyage social pour préparer pour l'arrivée de tous les touristes et des Jeux. Ce lieu est occupé depuis 3 ans. Il y avait à peu près 200-250 personnes qui vivaient ici. Au printemps dernier, il y a eu l'expulsion d'un grand squat à l'Issani à côté du village olympique. Des gens qui ont été envoyés dans des sas en province et ensuite il n'y a pas eu de proposition de relogement où certains travaillaient en Île-de-France, donc ils sont revenus ici. Sur ce, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bon suite de programme et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.